Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteurs du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète. Aujourd'hui, je vous propose de parler alimentation durable et souveraineté alimentaire et de son rôle si important pour un développement durable des territoires et de comment et pourquoi il est essentiel de comprendre dans une dynamique d'alliance et de coopération territoriale innovante comment tout cela se met en place et s'administre, car parler, évoquer la question de l'alimentation durable ne se limite pas seulement à la qualité des aliments que nous consommons, mais elle englobe également leur impact sur l'environnement, sur les communautés locales, sur l'économie régionale. C'est dans ce contexte d'ailleurs que les coopérations territoriales innovantes prennent tout leur sens en favorisant une production alimentaire respectueuse de l'environnement et socialement équitable. Ces initiatives contribuent à la construction d'un tissu économique local plus résilient et plus inclusif. C'est ce qu'on essaiera de voir d'ailleurs avec nos invités durant ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète. Alors qu'on soit producteur, consommateur, acteur de la chaîne alimentaire, mais aussi acteur économique et associatif, on est tous partie prenante de ce projet. C'est pourquoi avec mes trois invités, nous allons ensemble explorer comment à l'échelon territorial s'entremêlent ces acteurs pour façonner un modèle qui soit durable et responsable. Nous verrons peut-être aussi comment des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, la promotion des circuits courts, le soutien aux producteurs locaux contribuent à réduire notre empreinte écologique. Tout cela en mettant en lumière ces initiatives et en examinant les défis auxquels elles font face, ainsi que des impacts qu'elles peuvent avoir sur nos territoires. Vous êtes convaincus? Alors rejoignez-nous, je vous présente mes trois invités juste après ça. Hello, salut. Comment ça va? Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver donc dans ce nouvel épisode de Comment vas-tu bien la planète en partenariat avec le RAMO, laboratoire de recherche en innovation partenariale au service de l'intérêt général. Et aujourd'hui, j'ai un vrai grand plaisir à accueillir trois acteurs du Fer Alliance. Je vous les présente rapidement. Cécile Daclin. Bonjour Cécile. Bonjour Patrick. Vous êtes déléguée générale de la Fondation RTE. On reviendra rapidement sur la Fondation, mais pour nos éditeurs ou pour dire en quelques mots votre mission, eh bien depuis 15 ans, vous êtes à l'écoute des territoires ruraux et vous les accompagnez dans leur capacité à faire émerger de nouvelles solutions, notamment en matière agricole et alimentaire. On verra avec vous comment la Fondation RTE est engagée sur cette question de l'alimentation et de l'agriculture durable. Une deuxième femme avec nous, d'ailleurs ce sera très féminin ce podcast, Dominique Picard. Bonjour Dominique. Bonjour Patrick. Vous êtes présidente du PTCE Pays de France. On rappelle aux auditeurs qu'un PTCE, c'est un pôle territorial de coopération économique. On verra avec vous comment un territoire prend son projet alimentaire en main. Et vous allez nous décrire comment vous le mettez en œuvre et en pratique sur votre territoire grâce justement aux alliances et aux catalyseurs territoriaux. Et puis Gabrielle Gaye. Bonjour Gabrielle. Bonjour Patrick. Vous êtes directrice du cabinet RRI, révélateur de richesses immatérielles. C'est un cabinet qui accompagne l'expérimentation collective sur la transition agroécologique et alimentaire, impulsée d'ailleurs par la fondation GRDF et son partenaire, la fondation RTE, le fonds ODD 17 et bien sûr le PTCE Pays de France, puisque bien évidemment il y a un lien entre vous trois, ce serait pas rigolo sinon. Bref, vous l'avez compris, c'est quasiment une affaire de famille. Habituellement, je termine ma présentation en disant je commence avec vous, avec un tel ou un tel, et pour la première fois, c'est pas une évidence. Alors je vais faire comme me disaient mes professeurs à l'école, on va partir du général pour aller jusqu'au particulier. Je vais commencer avec vous, Cécile Daclin, si vous voulez bien nous présenter un petit peu, vous êtes déléguée générale de la Fondation RTE, nous présenter un petit peu l'action de cette fondation et puis en quoi elle agit
sur les territoires ruraux, sur la question agricole et alimentaire? Alors, la Fondation RTE, elle a été créée il y a 16 ans et non pas 15 ans, le temps passe. Et nous sommes la seule fondation qui est dédiée au soutien de projets d'économie sociale et solidaire sur les territoires ruraux. Donc, notre objet, c'est la ruralité. La ruralité, c'est extrêmement très vaste et on accompagne donc des associations essentiellement dans le cadre évidemment des transitions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui et en particulier des transitions agricoles et alimentaires qui sont un des sujets de la Fondation RTE. Ce n'est pas le seul, mais c'est un sujet important puisqu'on a 17% de nos projets qui sont sur ces questions. Et c'est un enjeu clé aujourd'hui pour le monde rural parce que évidemment, quand on parle de transition agricole et alimentaire, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux d'emploi, il y a des enjeux de formation, il y a des enjeux bien sûr de résilience face au changement climatique et puis des enjeux, on l'entend, très sociétaux aussi sur les attentes des consommateurs pour avoir une alimentation saine et respectueuse de la nature, de l'humain, etc. Alors la Donc question on a de très nombreux projets là-dessus. Ouais, alors la question que je me posais, c'est pourquoi une entreprise comme RTE s'intéresse à la question de la ruralité. Quel est le lien? On sait qu'il y a toujours un lien souvent entre l'entreprise et sa fondation. Quel est le lien aujourd'hui? Pourquoi la ruralité en particulier, Cécile? Alors effectivement, RTE, donc c'est le réseau de transport d'électricité. Et pourquoi il y a 16 ans, elle a choisi l'entreprise de se doter d'une fondation sur la question rurale? C'est parce que les ouvrages de RTE sont essentiellement dans les campagnes, nos pylônes, nos lignes électriques, etc. Et nous avons donc une empreinte physique sur le territoire. Et on a souhaité poursuivre en fait notre implication sur les territoires dans lesquels nous avons nos infrastructures en travaillant de matière philanthropique sur ce monde rural. Il y a 16 ans, il n'y avait aucun acteur sur ce sujet, donc on a trouvé que c'était intéressant d'y aller. Et 16 ans après, c'est toujours le cas. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont sur les questions d'éducation, de culture, d'alimentation. Nous, encore une fois, notre sujet, c'est la ruralité dans toute sa complexité, les ruralités même, si on peut dire. Quels sont les grands projets aujourd'hui que vous défendez sur cette question de la transition écologique, mais particulièrement sur la notion de souveraineté alimentaire, d'accompagnement de la ruralité dans son agroécologie, dans son alimentation responsable et durable? Alors, il serait difficile en fait de vous donner une vision exhaustive de nos projets parce qu'on en a, depuis 16 ans, on en a 650, donc c'est énorme. Et là-dedans, 17% sur ces questions. En fait, on a deux modalités quand on parle de transition agroalimentaire. Il y a d'une part du soutien à des projets associatifs. Donc là, nous avons alors quelques exemples peut-être de vous citer si vous me laissez un petit peu de temps. Allez-y. Il y a Vrac dans la Drôme. Donc il s'agit sur un territoire avec une population qui est vieillissante d'une part et assez isolée avec pour une partie de cette population de la précarité. Il s'agit de permettre à tout le monde d'avoir accès à une alimentation bio et durable. Et ce système de vrac, donc vers un réseau d'achat en commun, souvent ce type d'achat en commun, c'est plutôt dans les centres urbains. Et là, nous avons décidé de soutenir une association qui a le souhait de récupérer des denrées, de les apporter à ces populations, donc en proximité, avec un système évidemment de prix solidaire. Et donc, il y a un véritable objectif de favoriser l'accès à une alimentation pour ces populations dans le Diois. On a d'autres exemples, je pense du côté de territoire zéro chômeur de longue durée, un projet en Haute-Marne de l'EBE Les Comptoirs. Et là, il s'agit de développer à la fois de la culture de légumes biologiques, mais en créant des emplois supplémentaires pour des personnes en grande précarité et très loin de l'emploi. Donc voilà le type de projet
que nous finançons. Alors, la question que je me pose et que j'avais posée d'ailleurs en son temps à votre prédécesseur, à Frédéric Dehé, c'était comment aujourd'hui aussi ces projets sont des projets intéressants, sont des projets de territoire. Comment justement la notion du faire alliance intervient, parce que la fondation RTE est basée à Paris, les territoires sont dans les territoires, c'est le cas de le dire. Comment on arrive à faire ce lien pour que le projet qu'on soutienne soit vraiment un vrai projet de territoire et pas, j'ai envie de dire, une association qu'on vient aider, mais qui finalement, et on le verra peut-être avec Gabriel, n'impacte pas vraiment le territoire parce que c'est pas un commun, parce que c'est pas un besoin, parce que c'est pas souligné comme essentiel au développement durable du territoire. Alors, de deux façons. D'abord, si on reste sur la partie véritablement projet, nous, quand on fait une étude, une instruction de ces projets, on s'attache à ce que les associations soient ancrées dans le territoire, fassent un diagnostic de territoire, et donc vraiment on les challenge beaucoup. On ne finance pas une association qui est seule dans son coin et qui n'a pas d'alliance avec les collectivités, les citoyens, etc. Donc on a des instructeurs qui vont sur place et qui challengent les associations avec véritablement cette idée de coopération. Mais ça, c'est qu'une seule de nos facettes de notre action, parce qu'on est aussi beaucoup dans ce qu'on appelle aujourd'hui le collectif impact. Et donc là, on travaille avec d'autres fondations, notamment, pour travailler ensemble sur cette problématique. Donc là, on est en plein cœur du sujet, comment on fait alliance pour atteindre nos objectifs, et en l'occurrence, les objectifs de transition agroalimentaire. Et là, je voudrais citer notamment un projet formidable dans lequel on a participé, aux côtés de la Fondation Avril notamment, c'est le projet TAP. Il y en a eu deux, TAP 1 et TAP 2, avec des thématiques différentes. Le premier, en 2019, était sur le Massif central, sur la question de la valorisation des espaces herbagés, en alliance avec le conseil régional, les élus locaux, les habitants, la direction régionale de l'agriculture, et le second, qui vient de se clôturer sur le bassin de l'Adour-Garonne, sur le thème de la gestion partagée de l'eau. Et là, véritablement, ce qu'on a réussi à montrer, c'est que c'est le phénomène d'alliance et d'association d'acteurs agricoles, non agricoles, institutionnels, privés, qui permet de faire gagner ces projets de transition agroalimentaire. Dominique Picard, je vais vous laisser la parole. Avant Cécile Daclin, le projet du PTCE Pays de France, vous l'accompagnez aussi d'une certaine manière, non ? Alors, tout à fait. On l'accompagne puisque nous sommes, avec Gabriel notamment, nous sommes dans ce projet de collectif transition agricole et alimentaire, qui est donc sur 3 territoires d'expérimentation, le PTCE Pays de France, Flandre intérieure et Douaisis. Donc voilà, la Fondation RTE est dans ce collectif. L'idée, ce sera vraiment de démontrer, je crois, la plus-value du collectif, la complémentarité de nos actions, de travailler la transversalité, etc. Et la Fondation RTE est plus spécifiquement focalisée sur le territoire de Flandre intérieure. Gabriel, et je laisse vraiment la parole à Dominique après, mais Gabriel Gay, la mesure d'impact, elle est au cœur aussi de la réussite de ce projet. On en reparlera à la fin de cet échange, mais si on ne conçoit pas la mesure d'impact avant de lancer le projet, ça peut poser problème sur la suite, non ? On fait tout ça pour avoir de l'impact. Donc effectivement, si on ne met pas l'impact au cœur de ce projet-là, on manque quelque chose. Et quand on parle de coopération et d'alliance, on parle d'énergie de la part de chacun pour réussir un projet. Et comme on est des acteurs différents, institutionnels, entreprises de différentes tailles, on est des PTCE, des associations, des individus, eh bien chacun on a des manières de fonctionner différentes, et ça veut dire qu'on doit faire un effort pour réussir à entendre, comprendre l'autre, et s'il n'y a pas cet objectif d'impact,
effectivement, on manque quelque chose. Dominique Picard, alors parlez-nous un petit peu de ce pôle de coopération territoriale, ce PTCE. Vous avez ouvert plusieurs chantiers sur cette question de la souveraineté alimentaire, de l'agriculture, de l'agroécologie. Ça a été une évidence, ces sujets, ces chantiers que vous avez ouverts? Et alors, ce que je voudrais rappeler effectivement, c'est le fait qu'au départ, c'est parti en fait, d'un projet qui avait été élaboré par un collectif plutôt de militants, on va dire, sur le triangle de Gonesse, donc qui était un triangle effectivement aujourd'hui encore cultivé, hein. Mais l'idée, c'était qu'il y ait un complexe commercial et de loisirs qui se mettent sur ce triangle-là, quoi, justement. Qui a fait la une des médias d'ailleurs à ce moment-là, si Et je me qui a souviens fait bien. la une, voilà, absolument. Donc c'est l'association Karma, hein, qui a beaucoup travaillé sur une alternative, en fait, une proposition alternative à ce complexe de loisirs, en disant mais non, on peut faire autre chose et on peut aménager ce territoire autrement pour qu'il serve vraiment aux populations locales, c'est-à-dire en faire un territoire qui réponde à des besoins locaux. Bon, il y a eu un projet qui a été présenté, qui n'a pas forcément été retenu, peu importe. Ce qui est important, c'est que derrière, l'association s'est dit, ce qui est important, c'est qu'on puisse apporter des réponses, effectivement, qui répondent aux besoins du territoire. Et pour ça, il faut qu'on puisse s'implanter, s'ancrer territorialement vraiment de manière forte. Et c'est pour ça que l'idée de créer un pôle territorial de coopération économique, donc un PTCE, qu'on a nommé Pays de France, puisque c'est le lieu, hein, sur lequel nous sommes. Et l'idée, c'était effectivement, c'est un outil d'économie sociale et solidaire, et c'était de construire des alliances et des coopérations avec des partenaires locaux autour de projets rassembleurs et porteurs de solutions pour le territoire. Mmh. Et ce qui nous a paru évident, puisque c'était dans la continuité effectivement de la lutte, je dirais, qui a été menée pour préserver les terres agricoles, c'était d'une part de continuer à chercher des terres agricoles, ou en tout cas à chercher éventuellement à les transformer pour de l'agriculture durable, parce qu'aujourd'hui, ce sont des terrains, c'est des territoires qui sont des grandes plaines agricoles, Mmh. avec beaucoup de céréalières exportatrices et finalement pas tellement nourricières, hein, pour les populations locales. Donc l'idée, c'est d'une part de dire il faut qu'on arrive à renverser la vapeur et à essayer de trouver des territoires sur lesquels on pourrait développer des projets d'agriculture bio, en sachant que, par exemple, en Val d'Oise, il n'y a que 3% d'agriculture bio, hein, donc on est très très loin du compte. Par rapport, si on prend la loi Egalim, on est très très loin, hein, de pouvoir remplir ces conditions. Et parallèlement, évidemment, de travailler sur la question de la précarité alimentaire, parce que ce sont des territoires effectivement qui sont pauvres, avec un taux de chômage important, une jeunesse aussi importante parallèlement, et du coup, d'aller regarder comment on pouvait travailler au moins pour commencer, sur ces 2 aspects-là. Mmh. Donc de développer une filière bio au maximum de ce qu'on pourra faire, de diversification agricole, et en ce sens, on rejoint aussi les axes du projet alimentaire territoriaux de la communauté d'agglo, hein, de Roissy Pays de France, qui veut aussi développer ces actions-là. Et puis la lutte contre la précarité alimentaire, qui est apparue à l'ensemble des partenaires que nous avions réunis à l'occasion de la mise en place de la création du PTCE, c'est apparu vraiment comme étant une priorité, vraiment. Une priorité Donc, ou une évidence? Parce que la question des alliances territoriales, c'est à la fois, il y a un commun, on voit bien qu'il y a un vrai besoin identifié, et en même temps, il y a aussi la nécessité d'embarquer tout le monde. Et quand on a eu une opposition territoriale forte comme la vôtre, parce que se sont affrontés, j'ai envie de dire, les tenants d'un plus d'agriculture, de sauvegarder des terres cultivables, et des leviers économiques forts en disant voilà, il faut un centre commercial, il faut de la surconsommation, il faut de la consommation. Il faut à un moment donné trouver le chemin de la résilience et de la réconciliation et embarquer tout le monde dans ce projet. alors ça, c'était le pari, effectivement, puisque le pôle territorial de coopération économique, il s'est d'abord et avant tout constitué avec des acteurs associatifs, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et pas, au départ, pas avec la collectivité locale. Et
Par contre, on avait bien conscience que le lien avec la collectivité locale, les collectivités locales, il était de toute façon nécessaire. Et ce lien, il s'est construit peu à peu. C'est-à-dire que pour nous, ce qui était important, c'était de démontrer, puisque voilà, c'était un projet qui émergeait de toutes pièces, hein, j'allais dire quelque part, c'était de démontrer qu'on était en capacité de mettre en lien un certain nombre d'acteurs, de réunir un certain nombre d'acteurs sur le territoire qui avaient vraiment conscience qu'il fallait développer et que ça pouvait répondre vraiment à des besoins et donc de montrer qu'on pouvait, apporter des réponses, et qui étaient des réponses qui intéressaient les collectivités Mmh. locales et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. On voit qu'aujourd'hui, on a un rapprochement très, très fort avec d'une part, la communauté d'agglo, justement et avec des collectivités locales, qui, nous aident, y compris à nous implanter sur leur Mmh. territoire. Je pense par exemple à Goussainville où, la collectivité, la mairie nous a mis à disposition un local pour qu'on puisse développer un tiers-lieu nourricier. Donc on voit, ce qui est intéressant, c'est que ça part effectivement d'une initiative citoyenne, qui tente d'abord de réunir un ensemble d'acteurs qui ont envie de travailler sur les objets de la transition et plus particulièrement là, dans un premier temps en tout cas, sur la transition agroécologique et alimentaire et après de montrer que, ce collectif, il a un intérêt, il présente un intérêt et ce projet présente un intérêt pour effectivement, les habitants d'abord, parce que pour Mmh. nous c'est essentiel, hein, c'est d'abord apporter des réponses aux habitants et avec les habitants. Ça, c'est très important parce qu'il ne s'agit pas de créer des réponses toutes faites et de les amener comme ça sur le territoire, mais c'est de travailler avec eux sur les réponses qui leur sont, nécessaires, hein, dont ils expriment les besoins et en même temps, eh bien, forcément, quand on répond à des besoins au niveau des habitants et notamment dans les quartiers politiques de la ville, la collectivité, elle voit très, très vite l'intérêt Elle effectivement voit de des s'appuyer électeurs. sur et puis pas simplement, je pense qu'il y a enfin nous, c'est ce qu'on a parce que par exemple, si je prends le maire de Goussainville, il est issu des quartiers. Ouais. Donc il a toujours exprimé le fait et ils ont d'ailleurs un projet, sur leur ville, un projet de transformation très important et il a toujours exprimé l'idée que travailler sur la question alimentaire et apporter du bien vivre alimentaire à la population était tout à fait Mmh. fondamental, y compris parce que ça Alors, est-ce répond à des que problèmes de santé. on parle de terre, mais est-ce qu'on travaille aussi les toits? Parce que vous êtes dans des cités, dans des villes, dans des territoires très urbains, très urbanisés. Et il y a quelques années, j'avais eu un échange avec des agriculteurs qui travaillaient sur les toits des immeubles de Paris. On travaille aussi cette question-là. Je veux dire, quand on parle d'alimentation, on pense souvent aux champs, mais est-ce que les champs sur les toits, c'est quelque chose qu'on creuse chez vous au PTCE, Pays de France? Heu Bah, j'allais dire pas tellement parce qu'on est quand même, comme je vous disais, on est quand même dans un territoire périurbain et qui est entouré quand même beaucoup de champs. Si vous allez à Goussainville, vous sortez de Goussainville, vous êtes tout de suite dans les champs. Donc l'idée de faire d'abord sur les toits n'est pas forcément l'idée première, mais ce serait plutôt au contraire d'essayer de voir comment avec la collectivité, on pourrait, trouver justement du foncier agricole et ça c'est aussi toute une évidemment, c'est aussi une condition à travailler avec les agriculteurs qui sont en place, hein, Mmh. mais c'est comment se réapproprier la possibilité pour les collectivités, eh bien de transformer un certain nombre enfin certains nombres d'hectares de foncier pour pouvoir faire de Alors, l'agriculture nourricière. Cécile Daclin, je vous vois opiner depuis un certain temps. Ça résonne, ça résonne chez vous, hein. Oui, alors ça résonne. On n'a pas. Vous parliez, me semble-t-il, Patrick, des quartiers. Alors voilà, moi ma problématique, c'est les territoires ruraux qui ont des problématiques tout à fait spécifiques. Cela étant, là où je rejoins complètement Dominique, c'est voilà, c'est vraiment cette idée d'avoir des synergies. Comment avoir une vision commune sur des enjeux locaux. Je vous le disais, avec Mm. toute une pluralité d'acteurs, mais je crois que ce qui est fondamental, c'est de remettre les habitants, vous l'avez bien dit Dominique, les habitants au centre, parce que finalement, pourquoi on le fait? C'est pas pour les élus, on le fait pour les habitants qui ont une demande très forte. Et ça ne peut fonctionner
Il y a des résistances, encore une fois, enfin, je veux dire, il a échappé à personne que les transitions dans lesquelles nous sommes suscitent des crises. Enfin, il suffit de voir la crise agricole de ce début d'année, hein, elle a été quand même violente. C'est une crise de la transition. Et si on veut réussir nos paris de la transition agricole et alimentaire, il faut véritablement partir des habitants, des producteurs, des besoins des territoires. Il faut partir du local et faire alliance ensemble pour réussir. C'est la clé. Je vais laisser la parole à Gabriel qui nous écoute de manière attentive depuis le début de cet échange. Comment vous réagissez, vous, depuis votre cabinet de recherche en richesse immatérielle, comment vous réagissez sur ce PTCE que vous accompagnez aussi sur la mesure d'impact, hein, je crois, Gabriel? Alors, pour être plus précise, moi j'accompagne le collectif d'acteurs qui accompagnent le PTCE. Et c'est vraiment important de bien faire la distinction, c'est que ce collectif d'acteurs, tout à l'heure vous parliez d'impact, chacun contribue à générer un impact, c'est-à-dire un changement vers lequel on veut aller. Et ce changement, en fait, c'est une plus grande habitabilité des territoires, en fait. C'est comment on arrive dans le milieu urbain, dans le milieu rural, à être heureux sur son territoire et à ne pas devoir le quitter parce qu'il n'est plus habitable du fait de différents facteurs, dont la mobilité, etc., mais également cette dimension agricole et alimentaire. Et c'est dans ce sens-là où c'est vraiment important d'avancer ensemble. Dominique, qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre travail qui sont finalement les clés du succès du travail collectif, du faire alliance? Je crois que la posture, effectivement, est très importante. La posture qu'on peut avoir vis-à-vis des partenaires et entre les partenaires. La posture de coopération, en fait. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que chacun comprenne qu'il a son rôle à sa place, qu'il est reconnu dans ce qu'il fait et que c'est en faisant ensemble et avec justement des solutions différentes apportées par les uns et les autres, mais complémentaires, qu'on peut arriver effectivement à travailler sur une transformation du territoire. Nous, par exemple, on essaye de travailler sur ce qu'on appelle un territoire zéro précarité alimentaire. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été repris par la chaire agriculture urbaine et précarité alimentaire avec laquelle on travaille, justement, et qui accompagne notre recherche action. Mais c'est ce territoire-là, si on veut y répondre de manière globale, eh bien, c'est en mettant en action l'ensemble de ces réponses où on peut apporter des solutions à chacun en fonction de là où il est, au moment où il en a besoin. Pour nous, par exemple, ce qui est important, c'est que si on considère que l'aide alimentaire, elle est nécessaire, évidemment, à certains moments, quand il n'y a pas d'autres solutions, c'est important que les gens puissent manger. Mais l'important, c'est de ne pas les laisser simplement être dans l'aide alimentaire, c'est-à-dire que ça ne devienne pas structurel. Et donc, c'est comment, au contraire, en travaillant sur d'autres types de réponses et travaillant avec les populations, justement, avec les habitants, avec les personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, c'est de voir quels autres types de réponses on peut travailler ensemble, apporter. Et c'est, par exemple, ce qu'on essaye de développer à travers des cuisines solidaires, c'est à travers des repas partagés, c'est à travers, on parlait de vrac, tout à l'heure Cécile parlait de vrac, par exemple, ça c'est comment on fait effectivement, comment on peut faire ensemble des commandes. Et là, d'ailleurs, ce qui est intéressant à travers ça, c'est aussi comment on fait le lien avec le producteur. C'est comment on fait le lien, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas si simple. C'est comment on fait le lien direct, je dirais, entre le producteur et le consommateur, on dirait le mangeur, si je reprends une expression. C'est de mieux comprendre la chaîne alimentaire, parce qu'en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que les populations sont complètement déconnectées sur la chaîne alimentaire. C'est comment, ce que je mange dans mon assiette, d'où ça vient, comment c'est fabriqué. Et ça, il y a vraiment un travail de sensibilisation et de connaissance à donner à ces populations pour qu'elles aient mieux prise justement sur la façon dont elles souhaitent manger. Cécile Daclin, vous vouliez réagir et puis après je continuerai avec Gabriel. Je voulais réagir sur ce que disait Dominique, mais vous l'avez dit à la fin de votre propos. À travers toutes ces actions, il y a aussi comment on peut mettre en place des ateliers et de la sensibilisation et l'éducation. C'est fondamental. On a des beaux projets là-dessus qu'on soutient côté Fondation RTE, mais c'est un sujet fondamental. Donc, comment on travaille aussi avec les plus jeunes sur ces questions?
Voilà, c'était juste un petit complément que je me permettais de Merci, faire. merci beaucoup Cécile. Alors Gabriel, justement, vous accompagnez ce collectif. Quel est l'objet de cet accompagnement et en quoi il apporte des leviers sur le bien commun du Faire Alliance ? L'accompagnement, il consiste à faire que chacun trouve sa place. C'est-à-dire que quand on est différent, on n'a pas les mêmes leviers d'action et par conséquent, on peut se retrouver à pas pouvoir contribuer tous de manière égale. Et ça, quand on fait alliance, c'est quelque chose qu'il faut admettre. Que l'égalité, elle est pas là. C'est pas ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est à faire que chacun puisse trouver sa place dans ce qu'on est en train de construire pour le monde de demain. Et ça, c'est le plus important. Donc, la méthode, elle est surtout d'accompagner de l'ingénierie. Et la complexité dedans, c'est que quand on parle d'ingénierie, on parle de méthode. Et la méthode, eh bien, les acteurs ont l'impression qu'on ne fait rien quand on fait de la méthode. Et c'est là où intervient le temps court et le temps long. C'est comment on arrive à faire travailler un collectif ensemble, qu'il apprenne à se connaître, à se faire confiance, à réussir à trouver les bonnes articulations. On est souvent dans de l'innovation, donc ça prend du temps. Et du coup, cette articulation-là, le temps qu'on la trouve, il y a toujours cette envie de se dire on passe à l'action, on passe à l'action. Et ça, quels que soient les collectifs que j'accompagne, hein. J'en accompagne d'autres à l'international, il y a la même impatience. Et c'est comment on se dit que ce temps-là n'est pas du temps perdu, mais bien du temps où on avance. Alors comment on éduque justement à la patience, Gabriel Gay ? Je suppose que chez Dominique Picard et le PTCE, vous avez dû aussi avoir les mêmes envies, aller vite et plus loin, mais finalement comment on éduque à ce temps long et à cette patience pour faire émerger la réussite du projet d'Alliance et du projet de territoire ? Je pense que je reformulerai la question en changeant le mot éducation avec comment on arrive à dialoguer ensemble pour faire comprendre ce qui est le temps court et ce qui est le temps long. Et en même temps, c'est pas parce qu'on travaille sur du temps long qu'il n'y a pas une partie de temps court pour passer à l'action. Et ça aussi, c'est important. Que ce soit pour les collectivités territoriales, que ce soit pour des fondations, et de dire que envisager le temps long, c'est faire plein de petites actions du quotidien pour préparer ce temps long. Et ça se fait justement avec chacun sa pierre à l'édifice. Ça résonne comment chez vous, Dominique, cette notion de temps court et de temps long ? Je vous ai vu opiner et voire même affirmer que vous étiez d'accord avec Gabriel. Moi, je pense de toute façon qu'effectivement, il faut travailler sur ces deux notions. D'une part, parce que aussi, il faut avoir d'abord une vision prospective. Par exemple, on est sur des projets de territoire. Un projet de territoire, effectivement, il ne s'envisage pas à 2 ans, il s'envisage minimum à 10 ans. Je veux dire, on ne peut pas espérer un changement de pratique, de posture et de transition dans un temps court. Donc, il faut avoir cette vision prospective. Donc ça, c'est très important de l'avoir et d'inscrire le projet dans le temps long. Et puis, en même temps, effectivement, on travaille à des actions immédiates parce qu'il y a des besoins qui sont exprimés par la population et qui ont envie de voir aussi que les choses avancent pour elles. Donc ça, c'est important qu'on puisse apporter des réponses. Et puis, c'est en pratiquant ces réponses qu'on avance et qu'on change et qu'on va travailler dans un principe aussi de réflexivité, c'est-à-dire qu'on accepte à chaque fois de repenser ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire on a besoin du regard de l'autre pour repenser ce qu'on est en train de faire, pour le corriger éventuellement, pour avancer autrement, pour s'apercevoir que on avait envisagé telle chose, il faut faire autrement, et puis pour entendre aussi ce que justement les autres partenaires nous disent. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est en fait cette ingénierie de coopération qui est extrêmement importante à bien travailler parce que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier de mettre ce liant et de favoriser ces coopérations dans le but aussi de créer aussi de nouveaux projets ensemble. Donc c'est pour ça qu'effectivement les deux notions sont extrêmement importantes à garder en même temps. Quel regard vous avez, Gabriel, sur ce PTCE ? Vous accompagnez en effet le collectif, mais quel regard vous avez ? Quel est le chemin qui, selon vous, il reste à parcourir pour Dominique et ses disciples et ses codisciples, pardon ?
C'est conditionné. Je dirais que d'aller vers un PTCE, c'est déjà la moitié du chemin parcouru parce qu'ils ont déjà l'habitude de collaborer. Ils ont déjà l'habitude de faire de la collaboration interacteur. Donc, on est face quand même à un acteur parmi les plus éveillés à la coopération. Le chemin qui reste à parcourir, c'est que souvent, un PTCE, il va d'abord collaborer avec une partie des parties prenantes, ce que disait Dominique tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, les collectivités territoriales n'y étaient pas. On a conscience qu'il le faut, mais c'est dans un deuxième temps. C'est comment on arrive à commencer à construire en permettant aux autres parties prenantes de prendre leur place sans qu'ils aient l'impression de rejoindre un projet préexistant. Et ça, c'est tout le cœur de la chose. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure où les parties prenantes prennent leur place, le projet évolue. Ils ne viennent pas adhérer à un projet qu'on leur propose. Ils viennent apporter une pierre. Viennent... Exactement. Un peu comme une construction d'une maison, d'une cathédrale, d'une église, d'un monument. Chaque pierre participe au projet et n'arrive pas comme ça de manière brute. Elle est dans la construction du projet. Et elle apporte quelque chose. Exactement. Chaque tailleur de pierre voit que la pierre doit être taillée différemment en fonction de la manière dont elle est structurée, de son histoire passée. Un acteur, c'est exactement la même chose. On arrive au terme de cet échange très riche. Il mériterait encore plus de temps, mais on voudrait tout dire et on n'a pas le temps de tout dire. S'il y a un élément que vous retiendriez de cet échange, une espérance, un souhait que vous aimeriez, quel serait-il pour vous? Je vais commencer avec vous, Dominique. Allez, je vous prends au dépourvu peut-être. Moi, je trouve que ce que je trouve intéressant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus d'acteurs justement différents qui s'intéressent et qui se mettent ensemble à proposer d'accompagner des projets comme ça de territoire. Et c'est en ce sens que je trouve que ce collectif là au niveau des fondations me paraît tout à fait intéressant parce que l'idée c'est cette idée de se dire on va accompagner des projets parce que ça nous paraît vraiment important et on va les accompagner dans la durée. Je trouve ça tout à fait fondamental. Donc tant mieux parce que je trouve qu'il y a des attitudes aujourd'hui qui sont nouvelles et qui sont porteuses d'espoir, en tout cas pour les acteurs de terrain. Et qui, en définitive, je ne sais pas si ce sera pour vous votre mot, Gabriel, mais en définitive, ce que dit Dominique, c'est que quand on a compris que le temps long, le faire ensemble, que chacun apportait sa pierre et constituait un projet, finalement, le temps long permet d'aller plus vite, en fait. C'est un peu paradoxal ce que je dis, mais le temps long permet d'aller plus vite. C'est pas du tout paradoxal, c'est pour ça qu'on investit et qu'on ne fait pas que dépenser. Alors, quel serait votre levier comment aller plus loin, plus vite, en prenant encore plus de temps? Non, je dirais pas plus de temps. C'est en prenant en compte ce temps. C'est différent. Et derrière, c'est de prendre le temps de se connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se rapproche pour faire une alliance, on dit toujours « Oui, mais c'est pour faire quelque chose. » Oui, mais est-ce qu'on sait déjà ce quelque chose, ce que c'est, pour bien répondre aux besoins et avoir un impact ? Pas toujours. Et donc, c'est de prendre le temps de l'interconnaissance, parce que de l'interconnaissance va se créer la confiance. Et moi, ce serait le mot, c'est à partir du moment où on a confiance, on peut faire beaucoup d'alliances. Moi, je suis totalement en phase avec vous. Allez, le mot de la fin pour vous, Cécile Laclin. Gabriel me coupe l'herbe sous les pieds, si je puis dire. Mais moi, j'en aurais 3. C'est-à-dire que, en tous les cas, moi, je m'attache à la Fondation RTE à aller vers des contrats de confiance. Je crois que c'est avec les projets, avec les associations. Il faut avoir confiance dans le projet des associations. Ça, c'est fondamental pour avoir des transformations profondes et durables. Mon deuxième point, je crois qu'on en a parlé, c'est faire lien. Faire lien avec les acteurs, mais finalement, toutes ces initiatives, aujourd'hui, on sent bien, on est dans une crise du lien et donc il faut essayer de renouer le lien. Et mon troisième point, je crois qu'on arrivera, je ne crois plus aux solutions qui viennent du haut et je crois que Dominique et Gabriel partagent. Et donc, la réussite,
c'est de construire des solutions mais avec les territoires. Et quand je dis avec les territoires, c'est avec les habitants, les collectifs, les collectivités territoriales, etc. Et avec on avait eu une très belle émission avec Laurent Lély et j'avais trouvé ça passionnant, cette notion de décrypter le langage commun, c'est-à-dire que les mots que chacun utilise en fonction de qu'on soit des pouvoirs publics, une association, un entrepreneur ou une assoce, on va donner le même mot et pas forcément avoir les mêmes significations, donc déjà aussi trouver ce langage commun. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cet épisode de Comment vas-tu bien la planète. On se retrouve très prochainement pour décrypter un autre Faire Alliance avec un autre objectif du développement durable. N'oublions pas que celui-ci s'intéressait à l'objectif du développement durable numéro 2, c'est-à-dire zéro faim. Travaillons justement à avoir une souveraineté alimentaire qui permette à tous et toutes de manger à leur faim et de manière qualitative. Merci à toutes les trois, à très bientôt, au revoir. Et bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur nos plateformes de podcast et sur le site du Rameau. À très bientôt, au revoir. Hello, salut, comment ça va?